Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 23 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du symposium de Jackson Hole avec les banquiers centraux qui s'étaient réunis dans le Wyoming et qui ont annoncé des choses intéressantes. On a vu que les marchés ont bien apprécié. On parlera du CAC 40, quelques valeurs seulement aujourd'hui et, euh, et quelques chiffres aussi sur les États-Unis. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, la réunion du jour, c'était l'annonce de Powell. Pendant le symposium de Jackson Hole, c'est une réunion avec la plupart des grands financiers, des banquiers américains. Et il a confirmé ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire que maintenant il était prêt à baisser les taux et ça allait être le cas très probablement dès la prochaine réunion de la Fed le 18 septembre prochain. Maintenant, il y a encore une petite incertitude sur le montant parce qu'on sait que l'économie américaine a un peu de mal. Ce sera 0,25 ou 0,50 et ce sera a priori pendant plusieurs réunions d'affilée parce qu'on sait que quand on enclenche un cycle comme ça, c'est pas pour faire juste un changement et puis il y en a rien faire après. Donc, il a décidé d'attendre beaucoup, peut-être un peu trop, mais maintenant qu'il va commencer, il va y avoir un cycle de baisse. Alors avec dans le temps, ça sera plus ou moins espacé. Peut-être qu'il va faire une fin d'année 2024 relativement rapide. Et après, il va se passer toutes les deux réunions ou toutes les trois réunions pour baisser de 0,25. On verra, on n'en est pas encore là. Ça dépendra également des données économiques qui arriveront petit à petit. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va commencer enfin à baisser les taux de la Banque fédérale américaine au mois de septembre. Et on va enclencher un cycle baissier qui va durer probablement jusqu'en 2025 et on verra durant l'année 2025 où en sera l'économie, où en sera l'inflation, où en sera les taux, mais ça risque de durer toute l'année. Et la seule incertitude, c'est la fréquence et les dates exactes des baisses, combien de fois on va baisser aussi en 2025. Mais pour l'instant, le cycle est plutôt enclenché et la bourse a bien apprécié. On va le voir après sur les indices. Ça a plutôt conforté un peu tout le monde dans l'idée que les actions allaient grimper. Un dernier point sur les chiffres américains aussi à 16 heures, c'était les ventes de logements neufs qui sont tombées. Et là, c'est plutôt une bonne surprise parce que on était au mois dernier à 617 000, on espérait un petit peu plus, 628 000, et on a eu 739 000 ventes de logements neufs aux États-Unis, c'est-à-dire une belle progression, une belle hausse, plus qu'attendue. Donc le marché de l'immobilier aux États-Unis qui pourrait donner des signes de force et de redémarrage. Là aussi, c'est plutôt un point intéressant. On va regarder. Alors, avant de faire le CAC et les actions, on va regarder un petit peu les matières premières parce que c'est toujours intéressant. Alors, on peut faire rapidement le Brent, mais il y a rien de nouveau sur le Brent qui est en zigzag. On l'a dit depuis 2024 autour des 80 en gros. Il y a des niveaux intermédiaires. On l'a vu dernièrement qui a rebondi sur les 75. Donc, tant qu'on reste entre les 75 et les 85, il se passe rien sur le pétrole. Il n'y a pas assez de baisse de la demande et une récession ou une croissance molle pour mettre le Brent beaucoup plus bas. Il n'y a pas non plus une croissance folle et puis un arrêt de la production des pays producteurs de pétrole pour voir le pétrole exploser ou alors une demande qui serait venue de nulle part pour voir le pétrole à la hausse. Donc pour l'instant, a priori, rien de nouveau. Ça reste un pétrole cher, autour des 75-80 $. Alors je crois que c'est Total qui devait... ils étaient toujours gagnants, je crois, pour un baril à 25 $. Vous imaginez les marges qu'ils font, l'argent qu'ils dégagent, donc avec un pétrole aussi haut, c'est incroyable. Un petit point sur le cacao. On va regarder le cacao, on en avait parlé il y a quelques jours. On était sur un point pivot ici. Et moi, je voyais plutôt le cacao partir vers le bas. On s'était dit d'attendre au moins une journée pour avoir la confirmation. Et finalement, bah, c'est l'inverse qui s'est passé. On a cassé vers le haut. Et derrière, on est en train de confirmer sur le cacao. Donc, a priori, on se dirige vers une petite séquence haussière à nouveau sur le cacao. Donc, pourquoi pas retrouver un point plus haut. Alors, on a deux niveaux. On a ces niveaux-là.
probablement sur le cacao, c'est-à-dire qu'on visera en premier lieu peut-être un pourcentage d'environ 9 à 10%. Ça peut être un premier objectif. Et puis le deuxième objectif, il est sur les 19% à peu près par rapport au cours d'aujourd'hui. Donc voilà, le cacao quand même qui ne baisse pas et puis qui a réagi ici sur des moments clés, hein, plutôt à la hausse. Les autres matières premières qu'on continue de suivre, le cuivre il devrait bientôt sortir, on le voit avec sa belle réaction, il est même sorti aujourd'hui. Euh, il doit continuer à côté, je crois. Et oui, donc pas mal de travail sur la moyenne à 200, cassure de l'oblique. On avait déjà eu les 3 points d'impact. On est toujours très positif. Moi, je suis investi, hein, sur le cuivre avec un ETF notamment et plutôt bullish, hein, sur ce matériau que j'apprécie beaucoup. On a également le jus d'orange. Pareil, je suis rentré il y a quelques jours sur le jus d'orange, notamment ici, hein, sur la cassure du 15 août. C'est comme le cacao à peu près. Cassure d'oblique court terme, confirmation. Enfin, le lendemain, sur le lendemain aussi, petite prise de profit, mais rien de méchant. Et puis derrière, on confirme. Donc là, j'ai renforcé. Et puis ça continue d'augmenter, hein, le jus d'orange. On passe des plus hauts et on continue d'aller chercher les plus hauts sur le jus d'orange. Donc on est toujours aussi super favorable pour une hausse du prix du jus d'orange. Et enfin l'or, pas loin de ses plus hauts, peut-être un plus haut en clôture ce soir, hein, mais on voit qu'il est toujours autour des 2005. Là aussi, on est favorable sur l'or, hein. Il n'y a pas de signaux baissiers, il y a plutôt que des signaux très très forts qui s'amoncellent. Et puis avec les problèmes aussi géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, il y a également toujours l'Europe de l'Est avec la guerre. Pas mal d'États qui font des réserves en or. On essaye aussi de dédollariser un peu les pays, les portefeuilles. Donc on fait plus de réserves en or par rapport à des échanges de devises. Donc l'or a toujours la cote et devrait continuer à performer en 2024. Allez, on regarde le CAC 40. Il est ici. Hop, plus 0,7. Et on a la confirmation, hein, de cette sortie de canal qu'on suivait depuis ici, hein. En gros, entre le mois d'avril et le mois de mai, donc le printemps dernier, on a initié une grosse descente sur le CAC, une consolidation qui nous a amené ici déjà cet été, sur la moyenne à 200, et puis une dégradation qui nous a amené à retrouver presque les plus bas, hein. Les plus bas, il était sur les 6800, et on est descendu quand même sur les 7000 quasiment. Et un début de rebond et finalement la sortie de ce canal qui se précise et qui est avec enfin la baisse des taux qui va se confirmer. Et je pense qu'on devrait toujours évoluer au-dessus de cette oblique rouge-là, hein. C'est celle-là qui descend. Donc même si on a une petite baisse ces prochains jours, tant qu'on reste au-dessus, on va construire et on ira plus haut sur les prochaines semaines. Donc oui, pour moi la confirmation elle arrive aujourd'hui, mais on avait déjà des signes avant-coureurs avec notamment les techs, hein, qui étaient repartis, et puis les signaux, hein, sur les discours, notamment de la Fed. Donc oui, plutôt très favorable, hein, sur beaucoup d'actions et sur le CAC en particulier. On va regarder. Non, moi je voulais pas regarder les actions du CAC aujourd'hui. Je voulais faire un petit point sur quelques valeurs à savoir. Alors quelques valeurs, on va commencer par une minière. Alors Imeris, au niveau fondamental, Imeris, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Pourquoi? Parce elle est axée sur des matériaux qui sont un peu tout pourris quand même. C'est pas de l'or, c'est pas du platine, c'est de la bauxite, c'est de la craie, c'est des matériaux qui valent pas très cher. Et ce qui explique en partie ces marges super faibles. Quand on regarde ce qu'elle arrive à dégager par rapport au chiffre d'affaires, il reste pas grand chose. Donc ça, et ça depuis des années, elle arrive pas à avoir à dégager assez. Pourtant, elle fait de l'argent, hein, mais elle arrive finalement à faire une différence extrêmement faible. Ça pèse sur les marges forcément et donc on n'a pas une valorisation énorme. On a eu des chiffres qui étaient relativement mauvais ces dernières années et surtout ces derniers mois ça repart un petit peu donc sur Imeris
Là, elle a profité de la hausse sur pas mal de métaux, même si on l'a dit, hein, ces métaux sont pas très précieux. Et surtout, ce qu'on voit, c'est la grosse résistance autour des 36-37 euros. On est là, mars 2019, donc avant le Covid. On revient après la grosse poussée post-Covid, mai 2021, échec encore sur les 37. On revient ici mars 2023, échec. On revient ici juin 2024, échec. On n'arrive pas à la passer, c'est trop dur. Par contre, oui, il y a des niveaux sur les 19 ou sur les 23. On peut éventuellement noter celle-là, qui permettent quand même de rebondir. C'est assez, il n'y a pas vraiment de tendance très forte finalement à long terme. À court terme, qu'est-ce qu'on peut voir Ce qui était intéressant, c'était ça, c'était le gap qui avait été créé sur les 29,85, qui a été comblé le 2 août, donc au début du mois. On a quand même cette belle consolidation et pour l'instant, il n'y a pas de dégradation parce que on reste au-dessus de la moyenne à 200, hein, une moyenne qui reste plutôt positive. Et puis surtout, il y avait le gap du mois de janvier 2024, donc au début de l'année, qui lui n'a toujours pas été comblé. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on a fait derrière des belles performances, on a consolidé et ce gap, il est toujours là. Donc, signe de force. Alors, éventuellement, hein, on se garde la possibilité d'avoir un échec ici, un retour, combler le gap et enfin lancer les chevaux pour une belle séquence. On a quand même ces 2-3 points d'impact. Là, on devrait avoir le troisième probablement en début de semaine prochaine et peut-être la sortie. Ça peut être intéressant de jouer pas mal de minières. On parle des minières or évidemment, des minières cuivre, minières argent, enfin de tout ce qui est un peu terre précieuse, lithium aussi. Pourquoi pas Imeris, surtout pour la baisse, hein, la grosse baisse qu'elle a eue. Alors on le redit, hein, les fondamentaux. Alors ils sont pas catastrophiques non plus. Hein, elle a pas trop de dettes. C'est plutôt bien géré. Elle a aussi une trésorerie correcte, alors à sa hauteur, hein, pas une trésorerie monstrueuse, c'est une petite valeur. Mais oui, Imeris, ça peut se tenter si on voit le dépassement ici des 32,2 environ la semaine prochaine, hein, cassure d'oblique, dépassement des 31,2, pardon, 31,2, 31,3. Ça peut intéresser du monde et on peut avoir un retour intéressant. On va regarder aussi Téléperformance. Un T. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur T? Alors déjà, c'est le graphe, il est plutôt moche, mais dernièrement, il y a des signaux plutôt favorables. Alors on va regarder un peu ce qui se passe depuis ici, depuis le plus haut du mois de janvier 2022. Donc ça fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, elle a fait quasiment que baisser. Elle a eu dernièrement des problèmes avec l'IA, notamment l'intelligence artificielle, qui était utilisée par ses concurrents, qui leur permettait notamment de ne pas avoir du personnel, donc de faire des économies, donc d'avoir des marges plus élevées, de faire des économies, de coûts, alors que Téléperformance n'avait pas déployé ce genre de choses. Ils vont probablement le faire, hein, ce serait surprenant qu'ils ne le fassent pas, donc ils vont avoir les mêmes solutions que les autres et devrait pouvoir être performant. Maintenant, ce qu'on peut regarder, faire un petit point sur la temporalité de Téléperformance que j'ai noté ici dans les petits carrés, c'est environ tous les 6 mois. Qu'est-ce qui se passe depuis le plus haut et tous les 6 mois sur Téléperformance? Alors on le voit ici sur le premier, c'est environ on a fait un petit rebond, un deuxième rebond au bout de 6 mois, et puis après on va lâcher. Donc là on met 6 mois, et ensuite on lâche. On fait un deuxième carré, pareil. On commence à lâcher, on va beaucoup plus bas, et puis on fait un début de retour. On arrive à nouveau sur l'oblique, ça fait 6 mois. Ensuite, c'est la même chose ici, alors, un tout petit peu moins de 6 mois, hein, 5 mois, 24 jours, c'est à quelques jours près. Et on fait le début du rebond, on s'arrête ici. Ensuite, il y a un gap baissier, c'est pareil, on reste toujours en négatif et on remonte, on arrive quasiment sur le même niveau, ça fait 6 mois, 5 mois et 30 jours. Et à nouveau, là, dernièrement, hein, qu'est-ce qui se passe? Sur le plus haut, on fait que descendre, on descend, et on fait le début de rebond. Le rebond où? Ici. Sur le 31 juillet, ça fait 6 mois et 7 jours. Donc on voit qu'elle a quand même des cycles de 6 mois où elle perd énormément, elle fait des rebonds, elle perd, elle fait des rebonds. On peut aussi noter sur Téléperformance la temporalité des plus bas durant ces 6 mois. C'est-à-dire que ici, on a le plus bas qui arrive ici sur les 5 mois environ. C'est-à-dire qu'on va mettre 5 mois avant d'entamer un rebond.
ici, le rebond, il va être le plus bas, il va être ici. Donc environ après 3 mois et demi, 4 mois. Ici, le plus bas, il est ici, donc plutôt vers les 4 mois environ. Celui-là, il est à peu près à la moitié, donc plutôt vers les 3 mois. Ça commence à baisser. Et là, dernièrement, le plus bas, il est ici, plutôt vers les 1 mois et demi. Donc on voit que ça commence à se resserrer. On commence à avoir un phénomène où on atteint plus vite le plus bas et on commence à remonter un peu plus fort et à mettre plus de temps pour remonter. Mais finalement, on remonte de moins loin. Parce que ce qui se passe également, c'est ça. C'est que l'oblique sur les plus hauts, donc qui permet, alors là elle est pas court terme pour le coup, elle est long terme, hein, on est en 2022 quand on l'a commencé, on l'a enfin cassé, c'est-à-dire qu'on a signifié probablement la fin de la baisse et de la chute sur Téléperformance, parce qu'on voit que tant que le cours évoluait en dessous, on était dans une dégradation. Alors ici, on était dans de la consolidation. Et puis après les 4-5 mois, on attaque enfin la dégradation et ça fait que baisser. À chaque fois, on fait des rebonds et on n'arrive jamais à passer à la fois la moyenne à 200 et surtout cette oblique. Là, une première fois, on a une tentative. Hein, c'était au début de l'année 2024 où on vient enfin casser la moyenne à 200. Puis on fait un échec. Et on revient à nouveau. Et là, cette fois, c'est important au mois de juillet. On casse les deux. On casse la moyenne à 200 et l'oblique. On fait un échec, mais on rattaque direct. Et là, on est en train de mettre plein de chandeliers. On le voit, c'est cette oblique-là, hein, l'oblique rouge. On est en train, enfin, de mettre le cours au-dessus de cette oblique, donc pour signifier la fin de la baisse, avec le plus bas hein, qu'on a connu au mois de mars. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la moyenne à 200 qu'on a déjà testé, qu'on a déjà fait un échec, qu'on a déjà testé une deuxième fois et qu'on a surtout aplati. C'est-à-dire qu'avant, la moyenne à 200, elle était direction plein sud. Et là, on le voit, on va la montrer comme ça. C'est celle qui disparaît. C'est les petits pointillés roses. Elle est quasiment stable, donc elle est quasiment neutre. On a réussi enfin à arrêter la chute sur Téléperformance. Donc je pense qu'on va certainement accumuler prochainement. Et plus on fait des tentatives, plus on a de chances quand même de réussir. On a déjà fait la première qui est 9 fois sur 10 à un échec. Donc on l'a la première elle était ici, hein, mais on avait une moyenne à 200 qui était extrêmement baissière. Il y avait eu très peu de chances que ça tienne. La deuxième elle est intéressante parce qu'elle coïncide avec la résistance oblique. Et puis la troisième sur un petit gap haussier. Après il y a eu un petit gap baissier aussi, mais on se rappelle du contexte qui était un peu global hein, sur les marchés. Et là, dernièrement, on accumule, on revient gentiment. Moi, j'aime beaucoup Téléperformance et je suis pas loin de rentrer dessus, je pense. Pas encore, mais fin août, début septembre, éventuellement sur un gros signal. Ça me semble quand même une valeur super intéressante. Et enfin, alors, SFC Énergie. Alors là, je l'ai pris en Allemagne. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on a, c'est un peu le même principe si on veut avec cette baisse du cours hein, qu'on voit ici avec les plus hauts, les tentatives de rebond et puis ici dernièrement le travail qui a été fait et puis le gros breakout qu'on a eu et on fait échec sur les 25-15, double échec. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? De la consolidation. Mais c'est ces niveaux-là qui sont intéressants, qui signifient finalement la fin de la chute et qui veut dire qu'on est quasiment qu'on a déjà vécu les plus bas, c'est-à-dire que cette séquence ici où on va retourner tout, on va faire un gros breakout, on va faire un échec sur les anciennes résistances et on revient travailler au-dessus. Tout ce travail, ça signifie quoi? Ça signifie que la baisse long terme sur SFC, elle est passée. Maintenant, il faut trouver des points d'entrée court terme intéressants. On a ensuite le pullback, hein, une fois qu'on a fait le breakout, qu'on a fait une grosse rentrée, une grosse poussée, on rend forcément, on digère. Et on revient où? Autour de la moyenne à 200. On a passé juste une journée en dessous, on le voit, et ça a été racheté, et ça a été vu avec beaucoup de volume comme une opportunité de marché hein, pour beaucoup. On a ouvert beaucoup trop bas sur les 18,50, ça a été racheté, et depuis, on remonte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième pic de volume, ici, notamment le 20 août, et on voit là aussi que la séquence elle est haussière, parce que même si il y a un certain zigzag, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus hauts.
Donc on a une confirmation de la hausse de SFC Énergie après ce beau travail sur moyenne à 200, après cette cassure aussi d'oblique court terme et déjà cette réaction long terme avec un retournement à venir. Donc je pense que se placer aussi pour une optique d'aller chercher au moins les 25, alors qu'on est autour des 21,4, ça me semble intéressant sur SFC Énergie. Et une petite dernière, on va faire une spéculative. J'en ai déjà parlé aussi, c'est JDE Pits. Pourquoi? Là aussi, c'est une action baissière, énormément baissière, mais qui nous fait un beau support, notamment les 18,45. Une fois, on rebondit. Deux fois, on confirme, on voit que c'est énormément travaillé les 18,45. Et derrière, on fait quoi? Gap haussier. Le gap haussier, faut le tenir. Sinon, il veut rien dire. Sinon, ça veut dire que le marché ne le valide pas. Qu'est-ce qu'on fait après ce gap haussier? On accumule quasiment toujours au-dessus. Les 20-10, ils ont été à peine frôlés. Donc il y a tout ce travail d'accumulation qui se fait au-dessus du gap et qui confirme le gap et qui confirme le changement de tendance hein, pour JDE Peas. Donc plutôt intéressant. On a déjà frôlé ici les 22,58. On le voit avec la mèche ici du 31 juillet. Et dernièrement, on a eu cette petite séquence aussi où on a à nouveau une baisse. Et là, hop, inversion de tendance ici le 21 août. On retrouve des plus hauts et des plus bas plus hauts. Donc on est en train de relancer la machine et de frôler avec la moyenne à 200. Donc là, ce qu'on peut espérer, c'est ce que j'avais déjà fait ici. Hein, c'est aller chercher la résistance, la casser ou pas. On aura peut-être un échec hein, sur cette résistance à 22,5. Un petit pullback et puis enfin aller chercher plus haut. C'est spéculatif, donc ce genre de valeur, c'est plutôt une petite ligne. Hein, c'est pas 10% de votre portefeuille, c'est beaucoup moins. Mais ça peut rapporter gros. Et puis on va faire quelques valeurs abonnées avec ASML Holding. Là aussi, la porte d'entrée. Hop, avec le signal d'achat ici hein, sur comblage de gap, comme souvent. Le gap qui datait du mois de janvier 2024, on y est revenu début août. On le voit, hein, il y a un trou dans la cotation ici. Et là, début août, on ouvre ici, donc carrément en dessous. Boum, c'est racheté. Le gap, il est comblé avec le corps du chandelier. Depuis, on fait que monter. Alors, ça risque aussi, là aussi, de travailler. De faire un deuxième point d'impact ici, de tergiverser un peu avant de repartir, mais ça a de belles chances de repartir. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt attendre et avoir cette confirmation, parce qu'il faut pas non plus se précipiter, se mettre trop tôt sur des actions. ASML, ça reste quand même dans le secteur techno et puis IA. C'est eux qui font notamment les outils de production des semi-conducteurs. Donc et ils ont une part de marché monstrueuse. Donc oui, c'est les leaders. Donc oui, a priori oui. Ce qu'on recherche maintenant, c'est la porte d'entrée court terme. On en reparlera hein, le jour où on revient un peu cassé. Mais là, on a fait, on va dire, plus de la moitié du boulot pour confirmer hein, la fin de la chute. Il faudra avoir quand même la confirmation et pas se précipiter, mais c'est plutôt intéressant. Et puis les volumes aussi, les volumes sur rachat, les volumes sur plus bas, ça aussi ça trompe rarement. Quand on voit des gros volumes sur des points bas qui sont rachetés plus tard, généralement c'est beaucoup d'investisseurs qui rentrent ici, mais qui rentrent pour du moyen long terme, donc derrière ça vend pas, et ça a tendance à monter. Flatex de Giro, plutôt haussier aussi, on sait qu'ils ont fait beaucoup de nouveaux clients. Il y avait un gap haussier ici au début du printemps, hein, nous avait amené sur une zone clé, les 11.6, qu'on avait enfin réussi à casser. Derrière, on met un nouveau plus haut. On consolide parce qu'on est monté quand même très vite. On revient sur les 11.6 début août. Donc là aussi, opportunité d'achat. On revient sur l'oblique. Il faut attendre la fin de consolidation, mais on a déjà notre premier, deuxième et troisième point d'impact. Donc le jour où on vient casser cette oblique, probablement qu'on pourra rentrer à la semaine prochaine ou encore un peu de conso et finalement rentrer fin septembre. Mais a priori, c'est plutôt intéressant. Ils ont fait beaucoup de nouveaux clients. Ils ont augmenté un tout petit peu aussi leur prix sur certains produits. Donc il y a des résultats qui étaient plutôt intéressants hein, sur De Giro. A priori, on est orienté largement à la hausse. Nexans, c'est sur les câbles et l'électrification. Donc, alors ça monte beaucoup, c'est bien. Il y a un Italien aussi concurrent de Nexans qui est pas mal,
Sur Nexens, il faudrait peut-être attendre un début de reprise parce que la croissance et le retour de l'immobilier devraient aider tout ce qui est électrification et donc les câbles. Maintenant, le cours il est impressionnant hein, par rapport même au contexte qu'on connaît. Ils en ont rien à faire. Nexens, il continue à monter tout le temps. Moi, le secteur il est bon, mais j'ai un petit doute sur la macro, sur la temporalité et sur le prix qui est un peu élevé. C'est pour ça que même sur du long terme, on aurait tendance à être favorable. Je trouve que le prix est un peu cher et que ça mériterait une consolidation, un petit retour même peut-être dans l'excès pour l'acheter un peu plus bas. Parce que là, bah, on aurait un peu tendance à acheter au plus haut. C'est pas forcément ce qu'on va chercher. Mais la valeur est super intéressante, oui. Hein, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'opportunité d'achat court terme. Novacite, on a déjà parlé. Explosion avec la variole du singe. Derrière volatilité, on met des plus hauts, on met des plus bas. On travaille dans le triangle et puis on attend la baisse de la volatilité et puis la cassure soit vers le haut, soit vers le bas. Ça risque de mettre encore quelques semaines. Il y a toujours beaucoup de volume, mais c'est trop tôt pour décider d'un sens ou l'autre. Hein, sur Novacite, Opera, donc dans les navigateurs internet. Apparemment, il y a eu des résultats qui ont été très appréciés. On le voit, hein, quand on voit ce genre de choses, gap haussier, et si possible chandelier vert, parce que vous pouvez avoir des gaps haussiers, mais avec un chandelier rouge, ça veut dire qu'on est parti un peu haut et qu'on vend dans la journée. Ça, c'est moyen. Gap haussier avec un beau chandelier vert, c'est quasiment parfait. On attend juste la confirmation éventuelle le lendemain, et puis là la confirmation là. Alors évidemment, pour du court terme, c'est pas terrible. Pour du court terme, il aurait fallu rentrer sur les 14.5 ou sur les 14.9. Mais pour le moyen long terme, oui. Alors ce qu'on peut peut-être espérer sur Opera, il est où mon stylo? Il est là. C'est peut-être encore un petit échec sur les 17.2. Un retour qui va mettre un peu de temps consolidé sur les 14.8. Et sur les 14.8, on peut acheter parce qu'on a des chances de casser. Confirmer ce gap, mettre des stops hein, sous les 14, parce que si on attaque les 14, a priori, bah c'est pas bon. Mais sinon, c'est plutôt intéressant. Aux immuno, c'est bien, et c'est en train de congestionner. Et généralement, plus ça congestionne fort avec de la volatilité et longtemps, plus ça explose fort. Alors, faut pas omettre la possibilité qu'on décroche vers le bas, mais pour l'instant, on le voit, on a un retournement, on a des gaps haussiers, on bat les nouveaux plus hauts à chaque fois. C'est orienté à la hausse, donc plutôt favorable. Euh, alors ce genre de choses comme c'est en relation avec la santé et les biotech, faut plutôt, je dirais, le prendre en avance parce que quand ça pète de 10, 20, 30% ou plus. Donc c'est pour ça que vaut mieux les acheter avant. Donc je dirais qu'ici, il faudrait pas attendre la fin du troisième point d'impact et la sortie éventuelle parce qu'on risque d'avoir sur Osimmuno quelque chose comme ça et puis boum, un jour ça explose. C'est pour ça qu'il faut plutôt se placer là et puis mettre des stops après si on voit que le cours finalement descend. Donc plutôt jouer la spécu sur ce genre de valeur. D'autant que là on est plutôt bien orienté. Rexel, donc là aussi c'est sur l'électrification. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être attendre des bons chiffres. Alors on a eu des bons chiffres hein, aux États-Unis sur les ventes de logements neufs. Moi ce qui me fait un peu peur sur Rexel, c'est qu'on était bien embarqué ici sur un canal haussier. Alors on l'avait déjà cassé, mais on était revenu très fort. On le voit ici au mois d'octobre 2023. On avait cassé la moyenne à 200, on avait cassé ici le bas du canal haussier, mais derrière on avait réagi vite. Là on revient, et puis déjà on fait un gap baissier, ça c'est pas bon. Derrière, on essaye de réagir sur la moyenne à 200, boum, échec, on essaye de réagir sur l'oblique, sur les plus bas du canal, échec. On commence le rebond technique, il faut que le rebond technique, il aille chercher le gap et il revienne au-dessus de l'oblique, sinon, si on fait un échec et qu'on repart vers le bas, très mauvais. Il y a un petit doute aussi sur Excel, il y a pas mal de ventes à découvert, donc ça a baissé un petit peu dernièrement, mais je crois qu'on était à 3,5, on devait être à un peu plus de 4 ou 5% dernièrement. La VAD s'est un peu rachetée, ça reste quand même un peu important, pas aussi important que Valourec ou autre, mais oui, attention quand même sur Excel, parce que le scénario qui est comme ça, il est bon, mais si on fait quelque chose comme ça, moi j'ai peur pour Excel. Donc attention, ça devrait se jouer fin août, début septembre.
STM, alors le gros gap baissier, deuxième gros gap baissier, ensuite les technologies qui remontent, donc les semi-conducteurs qui ont tendance à remonter, donc STM forcément il remonte. Euh, Moi ce qui m'embête, c'est que déjà on est super baissier, on n'a pas comblé le gap. On peut s'attendre toujours quand on a des chutes comme ça à d'autres chutes. On l'a déjà vu ici, hein. On voit une chute et puis un début de temporisation, on peut se dire ça vaut le coup d'acheter STM sur les 30.5. Boum, derrière ça décroche, on descend sous les 26. On peut avoir la même chose hein, prochainement avec encore un gap baissier. Je sais pas jusqu'où ça va descendre. Peut-être que c'est le plus bas et que ça vaut le coup d'acheter maintenant. Mais cette valeur-là, elle est baissière. Elle a toutes ses moyennes qui commencent à se retourner. Elle a créé des gaps baissiers qu'elle n'a pas comblés. Donc tant qu'on comble pas le premier gap le plus proche, c'est-à-dire ici les 29,55, c'est le genre de valeur que j'évite. Après, vous avez le droit de la jouer, vous pourrez gagner des fois, hein. Mais moi, j'y vais pas. Deuxième chose, c'est la faiblesse de l'action. On voit ici une première résistance, c'est la moyenne à 20 jours. On le voit, il commence à tester la moyenne à 20 jours, et ça fait échec. Je vais enlever pour que vous voyez bien. On met des mèches au-dessus, on fait un corps de chandelier, on clôture en dessous. Là, on commence à le tester, peut-être première fois qu'on est au-dessus, mais c'est difficile. Donc déjà, la moyenne à 20, on a du mal. Je suis pas très optimiste pour STM, même si tout le marché un peu semi remonte et tout. Elle fait partie, a priori, pas des plus fortes, hein, on l'a vu, parce que ça dégrade déjà depuis un moment et elle a montré sa faiblesse par rapport à d'autres. Donc j'éviterai. Et enfin, Vertive. Je sais plus ce qu'ils font, Vertive. Infrastructure numérique. Alors oui, sur le numérique, notamment comme dans Capgemini, ils ont eu pas mal de soucis, hein, notamment sur le secteur qui était un peu au ralenti. Donc ça a baissé un peu partout. C'est ce qu'on voit aussi sur Vertive. Mais ça reste encore pas mal et c'est pas trop dégradé parce on a eu quoi? On a eu une semaine un peu de peur sur Vertive ici avec le gap baissier, la moyenne à 200 cassée. Et puis on a réagi vite, on a réagi en 2 jours. On a joué la moyenne à 200, on a comblé le gap et finalement on continue la consolidation. Donc là, comme d'habitude, hein, on peut mettre une alerte. Hop, on met une alerte ici sur la moyenne, sur l'oblique court terme. Le jour où on casse. Ce serait probablement intéressant. Donc il faudrait que ce soit aussi accompagné de volume pour que ce soit plus marquant, mais ça reste oui une valeur probablement à jouer parce on est toujours ici hein, au-dessus des moyennes les plus longues. Donc oui, jouer peut-être ça. Hop, voilà, comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les actions que vous avez, les actions que vous voulez acheter, les secteurs qui vous intéressent, les questions sur la bourse, le trading, les matières premières. J'y répondrai. Bon trade, à plus!